Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de votre édition, la visite de François Hollande au Vatican avec cette question: que peut-on en attendre? Genève 2, la conférence de paix pour la Syrie qui a débuté mercredi. Nous avons joint le représentant du Saint-Siège qui y a participé hier. À Limoges, un curé a choisi d'accueillir des sans-abri que les services d'hébergement d'urgence ne pouvaient pas recevoir. Nous sommes allés à sa rencontre. Notre dossier de la semaine portera sur l'avortement avec ses amendements à la loi égalité homme-femme votés mardi soir. Ne serait-ce pas l'occasion de parler clairement des conséquences de l'avortement en France? C'est ce que nous ferons avec notre invitée Caroline Roux, secrétaire générale d'Alliance Vita, et Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. Voilà pour le sommaire. Demain vendredi, et vous pourrez le voir en direct sur KTO dès 10h30, le président de la République sera au Vatican pour rencontrer le pape François. En amont de cette visite, l'Élysée a manifesté son intérêt pour que cette rencontre soit essentiellement diplomatique. Les services de l'Élysée ont dit leur souhait que la dimension religieuse en France ne soit pas le cœur de l'entretien. N'en déplaise aux 115 000 signataires d'une supplique en ligne adressée au pape, l'alertant sur, je cite, le profond malaise et l'inquiétude grandissante de nombreux catholiques de France. Reste à savoir ce que le pape choisira d'aborder comme sujet avec le président. Parmi les personnalités de la délégation qui accompagnera le président, on notera la présence de Jean-Pierre Mignard, le co-directeur de la rédaction de Témoignages chrétiens, Dominique Quignot, directrice de La Croix, ou encore François Soulage du Secours catholique. Nous avons joint Xavier Breton, président du groupe d'études sur le Saint-Siège à l'Assemblée nationale, qui fait aussi partie de la délégation présidentielle. Avant son départ pour Rome, il nous fait part de ses attentes. Aujourd'hui, on se rend compte que sur les débats de société, le changement se fait à marche forcée, sans aucune concertation. On vient de le voir avec la loi Veil qui a été remise en cause, avec une banalisation de l'avortement. On le voit avec l'euthanasie, où il y a une volonté d'aller vers l'euthanasie. Donc il y a beaucoup d'interrogations. C'est pour ça que nous allons être très vigilants sur cette rencontre. On s'en réjouit, parce que je crois que c'est bon qu'il y ait toujours un dialogue qui se fasse. Mais c'est important aussi qu'ensuite, la prise en compte de ce que dit le pape, à la fois en tant que chef d'État au niveau diplomatique, mais également comme autorité spirituelle, soit écoutée et prise en compte au niveau du président de la République et du gouvernement. Alors souvenez-vous, il y a une semaine, les responsables de l'épiscopat français sont aussi allés à la rencontre du Saint-Père. Cette visite a surtout été l'occasion d'évoquer de nombreuses questions de société. Dans un contexte parfois tendu en France sur ces sujets, le discours du président de la conférence épiscopale appelle plutôt à l'apaisement. On sent qu'il ne nous faut pas braquer le projecteur rien que sur ce qui va mal, mais plutôt parler beaucoup de la beauté du mariage, du témoignage des familles chrétiennes, leur dire comment leur témoignage est beau et leur témoignage est indispensable et que c'est leur vie qui est une page d'évangile. Au fond, il nous faut montrer à voir que les appels de l'évangile pour la vie familiale sont une source de bonheur et non pas passer notre temps à condamner ou à montrer les faiblesses ou les souffrances du mariage. Et en même temps, le soutien au couple, formation anthropologique, soutien spirituel, accompagnement divers, voilà, ça paraît très important. Alors à Paris, l'Assemblée nationale a voté dans la nuit de mardi à mercredi les amendements confortant le droit à l'interruption volontaire de grossesse en France. Un des articles du projet de loi supprime la notion de détresse pour une femme voulant avorter. Un autre concerne l'extension du délit d'entrave au droit à l'IVG. Comme prévu, nous en reparlerons en détail avec nos invités. C'est dans ce contexte que dimanche, des milliers de personnes ont participé à la 9e marche pour la vie. Entre 16 000 selon la police et 40 000 selon les organisateurs, personnes ont voulu dénoncer une tentative de banalisation de l'IVG. François-Xavier Mathieu était au milieu d'eux. Dans mon pays d'Espagne, il y a les bébés, comme ça il y a les bébés. Les participants à la marche pour la vie ont défilé aux couleurs de l'Espagne. Le gouvernement espagnol travaille sur un avant-projet de loi qui vise à restreindre drastiquement l'accès à l'avortement. Le droit à la vie est reconnu dans tous les traités, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, par notre Constitution et par notre Cour constitutionnelle. Et je pense que peu à peu, ça va s'élargir. Le Parlement européen vient de voter contre la proposition Estrela, qui voulait faire, parmi d'autres choses, de l'avortement un droit. L'actualité espagnole représente un symbole fort pour les opposants à l'avortement de la marche pour la vie. En France, environ 220 000 interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées par an pour 810 000 naissances et 35% des femmes sont confrontées à cette réalité au cours de leur vie. Je crois que c'est la plus grande souffrance de notre pays. Les situations de détresse, ne les jugeons pas. Des personnes qui sont dans une situation de grande détresse,
Or maintenant, il s'agit d'un droit, voilà. Et on dit très tranquillement que chacun peut librement disposer de son corps. C'est pas tellement son corps, c'est une vie nouvelle qui a commencé. Pour défendre cette vie nouvelle, des participants issus d'horizons variés. Délégations étrangères, responsables politiques, catholiques et évêques, mais aussi associations pro-vie. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui se fait que l'avortement, eh bien, c'est pas un acte anodin. Nous, à Alliance Vita, nous les accompagnons quotidiennement et on voit toutes les pressions qui peuvent peser sur les femmes, notamment et de la part des hommes. Parce que ce que l'on voit dans notre écoute, c'est que souvent l'homme soit disparaît quand la femme annonce une grossesse, soit il va menacer de partir. C'est jamais une décision qui se prend de gaieté de cœur. Mardi soir, les députés ont dit oui à l'amendement du projet de loi sur l'égalité homme-femme qui supprime la notion de situation de détresse pour une femme voulant demander un avortement. Le Sénat devrait procéder à une seconde lecture de ce texte fin février ou en avril, au lendemain des municipales. Alors, combat pour la défense de la vie encore avec ce communiqué publié hier par les évêques de Belgique. Réunis en conférence épiscopale à Grimbergen, ils ont approfondi la problématique de la fin de vie en présence d'experts. Les évêques pointent 5 enjeux majeurs, dont celui-ci. En ouvrant la porte à l'euthanasie des mineurs, on court le danger de vouloir l'étendre aux handicapés, aux personnes démentes, aux malades mentaux et même à ceux qui sont fatigués de vivre. On introduit donc le doute sur la valeur de certaines vies humaines. Pour lire l'intégralité de ce communiqué, je vous invite à aller sur le site de la conférence épiscopale belge. Après de nombreuses incertitudes, Genève 2, la conférence de paix pour la Syrie, s'est ouverte hier en Suisse, à Montreux précisément, près de 3 ans après le début du soulèvement contre le régime de Bachar el-Assad. Les responsables de la diplomatie des grandes puissances mondiales et les représentants des belligérants s'efforcent de trouver une solution politique. Hier, lors de l'audience générale, place Saint-Pierre, le pape a de nouveau appelé à ne négliger, je cite, « aucun effort pour parvenir en urgence à la fin des violences et à la fin du conflit qui a déjà causé trop de souffrances ». Un représentant du Saint-Siège, Monseigneur Tomasi, a fini par être convié à cette conférence. Nous l'écoutons. C'est la première fois que ce type de rencontres arrive. Et au moins de ma part, je le vois comme un petit signe positif. Il y a des problèmes énormes, des différences énormes. Mais si on ne commence pas à faire le premier pas, les voyages n'arrivent pas à sa conclusion. Hein. Notre position a été appréciée par plusieurs délégations et en fait le secrétaire général des Nations Unies a lui-même dit de remercier le pape pour sa parole forte et encourageante pour chercher la paix en Syrie. Différentes initiatives ont vu le jour pour soutenir ces pourparlers de paix par la prière. Répondant à l'appel de sa béatitude Grégoire III, le patriarche grec melkite, des fidèles se sont retrouvés hier soir à l'église Saint-Julien-le-Pauvre à Paris. D'autres ont choisi de commencer une neuvaine. On a aussi parlé de la Syrie dans les couloirs de l'UNESCO à Paris hier lors d'une rencontre du CAICID. Le CAICID, le Centre international pour le dialogue interreligieux et interculturel, lancé par les Saoudiens en Autriche en novembre 2012. Intervenant de cette rencontre, le docteur Samak nous parle du rôle des chrétiens dans le processus de paix syrien. They invented the identity of the Arabic. They were in the forefront of building the new future of the Middle East. Now they have to remain playing this role. And it is the duty of Muslims first to fight extremism, to fight fundamentalism, and to open their hearts to their brothers Christians in order to build their common future. L'univers religieux des chrétiens d'Orient est souvent méconnu des fidèles de l'Église latine. Samedi dernier, dans le cadre des premières journées du patrimoine chrétien oriental, journées qui se tiendront jusqu'au 6 février prochain, un petit groupe de jeunes Parisiens a organisé une découverte de ces églises de la capitale. Il est 11h et un petit groupe se presse dans l'église syriaque catholique Saint-Éphrem. Ces visiteurs découvrent une des plus anciennes communautés catholiques du monde. Icônes, langue araméenne, iconostase, le public voyage en terre inconnue. Je suis syrien, mes parents sont syriens. Quand j'étais en Syrie, j'allais chez les Grecs melkites. Cette journée d'organiser, c'était pour avoir un peu des explications sur les églises orientales, les différences qu'il peut y avoir. On découvre vraiment des chrétiens très riches qui ont vraiment à cœur que leurs traditions, leurs coutumes, etc. soient connues.
Antiochia a été créée par des jeunes Parisiens de retour du Proche-Orient. L'objectif de la journée est simple, faire tomber les barrières entre catholiques et découvrir d'autres manières de vivre la foi, comme ici dans la cathédrale ukrainienne Saint-Vladimir le Grand de rite gréco-catholique. Notre objectif premier, c'est que les Français puissent rencontrer des chrétiens d'Orient, mais c'est aussi que ces chrétiens puissent savoir que nous, on est là pour les aider, pour les rencontrer et qu'ils n'hésitent pas à venir vers nous. Pour pérenniser le lien latin-orient, Antiochia propose aux jeunes catholiques de participer à des veillées de prière et des messes dominicales dans les églises orientales d'Île-de-France. Hier mercredi, l'archevêque de Bangui, Monseigneur Nzapalenga, et le président de la communauté islamique de la Centrafrique ont expliqué le conflit qui déchire leur pays à un groupe de députés. Philippe Baumel, député PS de Saône-et-Loire, et parti ce matin avec Laurent Fabius pour la RCA, était présent à cette rencontre. Voici sa réaction. On espère très vite que nous allons dépasser l'étape militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans cette étape militaire pour éteindre les rébellions dans les pays et faire en sorte que le désarmement soit pas tant. Une fois cette étape dépassée, il faut évidemment être dans une stratégie de développement. Va-t-on faire porter l'effort d'abord sur l'aspect sanitaire, d'abord sur l'aspect éducatif? C'est des choix qui doivent être faits, mais qui ne peuvent être faits justement qu'à la lumière de témoignages comme ceux qui nous ont été apportés aujourd'hui. En bref, la Corée du Sud va probablement accueillir le pape François au mois d'août prochain, un voyage au pays du matin calme qui pourrait coïncider avec les 6e journées de la jeunesse asiatique. Le Premier ministre Chung Hong-won a promis ce mardi le soutien du gouvernement à cette visite. Le Saint-Père est intervenu indirectement au forum de Davos qui se tient en Suisse depuis hier. Ce 44e forum économique mondial réunit le gratin international de la finance et de la politique dans la célèbre station de ski. Dans un message envoyé à Klaus Schwab, fondateur et président du forum, le pape a invité les responsables politiques et économiques à ne pas se contenter de discours, mais à agir concrètement en faveur de la dignité de l'homme. Retour en France, à Limoges, où le curé de la paroisse Saint-Martial, située en plein cœur de la ville, vient en aide aux plus démunis qui dormaient dehors. Les hébergements d'urgence de la ville sont en effet débordés. Le père Christian de Quid a choisi d'accueillir une trentaine de sans-abri dans son église. Marine Wolf est allée à sa rencontre. Ces personnes sont très suivies par des assistantes sociales. Juridiquement aussi, leurs papiers se font petit à petit, sont en lien bien sûr avec la préfecture. Certains ont des avocats, des juristes. Enfin, ils vont au cours d'alphabétisation aussi, ils font beaucoup de choses pour trouver le bon chemin qu'ils ont pris en venant chez nous. C'est vrai que cette semaine, on nous a demandé encore, on a eu deux demandes, ce sont des assistantes sociales du Conseil général qui nous ont demandé. Et elles ont bien compris qu'accueillant déjà 28 personnes, on ne pouvait pas aller plus loin. Voilà. Donc on a une maîtrise de la situation. Et c'est vrai que j'étais ému de trouver dans les propos du pape François ces appels-là, ces conseils et ces encouragements, même dans son dernier message pour la journée des migrants et des réfugiés. Et puis le week-end dernier, l'Église a fêté la 100e journée des migrants lancée par le pape Benoît XV. Des scouts ont préparé des repas avec des familles de migrants en Lozère. À Rodez, le diocèse a projeté un film sur les migrants en Aveyron. À Versailles, dimanche dernier, c'était aussi la fête. Et l'on a vu ensemble les habitants des quartiers populaires du diocèse et des paroissiens de Versailles, des personnes peu habituées à se croiser. Curieux mélange, mais beau mélange, où chacun a pu faire connaissance entre plats exotiques, spectacles et débats. La journée s'est terminée par une messe haute en couleurs à la cathédrale Saint-Louis. Une initiative qui montre une autre voie que celle du repli sur soi et des débats identitaires. Merci au diocèse de Versailles pour ces images. À Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline, souvenez-vous, a été nommé évêque auxiliaire à la mi-décembre. Il sera ordonné à la Major dimanche prochain à 16h. Quelles vont être ses orientations? Sa réponse à notre reporter Coraline Salvoche. D'abord, je suis évêque auxiliaire, donc ma mission première, c'est d'aider l'évêque. Je me dis aussi qu'il faut que je respecte le chemin par lequel le Seigneur m'a préparé à ça. Donc le travail d'intelligence de la foi, le travail des relations interreligieuses, le travail des relations méditerranéennes. Mais je pense qu'il faudra inventer une façon d'honorer tout cela, probablement de façon différente de celle que j'ai vécue jusqu'à présent. Mardi, c'est l'ancien vicaire général du diocèse de Verdun qui a été nommé évêque de Langres, Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, qui succède ainsi à Monseigneur Philippe Guenlet, atteint par la limite d'âge. Parmi les différentes nominations rendues publiques ces derniers jours, nous avons retenu celle du père Michel Pagès, aumônier national de Lourdes Cancer Espérance depuis 5 mois. À la rentrée prochaine, le frère Benoît Van Putte, dominicain, deviendra aumônier général des scouts et guides de France. Connaissez-vous les cellules d'évangélisation? Ce système a été introduit en Europe en 88 par Don Pigi, prêtre à Milan.
Le principe est simple, une fois par semaine, les 5 à 12 membres de ces cellules se réunissent pour prier, partager sur la vie chrétienne et écouter des enseignements. Chaque membre invite ensuite une ou deux personnes de son entourage à participer pour lui faire découvrir la foi. Lorsque la cellule dépasse 12 membres, elle se divise en deux et le cycle se renouvelle. Le week-end dernier, 70 responsables se sont retrouvés à Paris pour une session de formation. Cette rencontre était l'occasion pour les participants de faire le point sur leur mission d'évangélisation. Ces petites communautés fonctionnent autour d'une pédagogie dite du filet. On commence par prier pour les personnes qu'on veut évangéliser. Ensuite, on s'engage à leur rendre service, à développer des ponts d'amitié avec ces personnes, petit à petit à partager le peu de Jésus que nous vivons. Et puis finalement, on invite à vivre la rencontre de cellules. Les membres de ces cellules tissent des liens de fraternité, ce qui leur permet de sortir de l'anonymat qu'on trouve parfois dans les grandes paroisses, notamment en milieu urbain. Ça casse complètement les barrières sociales, les barrières habituelles mondaines. Vous voyez, la personne très simple, très pauvre, d'un milieu social très humble, se trouve à côté d'un chef d'entreprise, ça ne pose aucune difficulté. L'un et l'autre vont répondre aux mêmes questions. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie et qu'est-ce que moi j'ai fait pour Dieu cette semaine? Ces cellules ont été imaginées par le pasteur presbytérien Yang Gi-cho en 1965. Ce Sud-Coréen a vu le nombre de ses fidèles passer de 1500 à 950 000 en 30 ans. Chez les catholiques français, les cellules d'évangélisation paroissiale se multiplient depuis le milieu des années 1990. On en dénombre 230 aujourd'hui. Alors Paris toujours, où un projet de construction d'une cathédrale et d'un centre culturel et spirituel orthodoxe russe avait fait des remous à la mairie. Un projet lancé en 2010 qui avait surpris par son parti pris esthétique affirmé. Le projet a finalement été revu, vous le voyez à l'écran avec ces images de synthèse, et la première pierre devrait être posée en avril prochain. Monseigneur Nestor, évêque de Chersonèse, en charge des communautés du patriarcat de Moscou en France, nous en dit davantage sur ce projet dont la première mouture ne l'avait pas emballé non plus. Ce lieu, c'est pas seulement l'église, mais aussi ce petit espace qui y a autour, un peu à l'image du collège de Bernardin, mais dans une dimension toute petite, nous permettra aussi d'être dans ce mouvement de dialogue et d'échange. Et ça, c'est quelque chose qui nous passionne vraiment. Je pense qu'on a besoin de ça. C'est pas seulement notre diocèse, mais l'Église russe a besoin de voir ce lieu de dialogue et d'ouverture et avec le monde occidental, avec l'Église catholique, la société française, etc. Voilà. Alors avant de parler avec nos invités du dossier de la semaine, je vous invite à feuilleter avec moi les couvertures de vos magazines chrétiens. Alors Pèlerin offre cette semaine le portrait d'une jeune femme, les mains jointes dans les bulles, les thèmes de l'enquête du magazine sur ce que les lecteurs attendent du pape François sur la contraception, la place des divorcés remariés, le mariage. La vie aussi, mais une personne, les mains jointes en une, la photo de François Hollande qui paraît prier. Avec en titre « Opération Vatican, les enjeux d'une visite au pape ». C'est le dossier de la semaine. À noter la tribune de Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions, qui soutient que les catholiques ne sont pas les nouveaux bannis de la société. Enfin, le magazine s'interroge, avortement, fallait-il rouvrir le débat? Pour Famille chrétienne, la réponse est oui, car, ouvrez les guillemets, l'avortement est un problème politique, écrit son éditorialiste. Pour illustrer cette tendance, l'hebdomadaire fait sa une sur la marche pour la vie, une marche aux couleurs de l'Espagne qui est sur le point de revoir sa loi sur l'IVG. Enfin, Réforme présente des réflexions protestantes sur la fin de vie. La Fédération protestante de France, la Fondation diaconesse de Reuilly et différentes églises insistent en effet dans des textes tout juste publiés sur les vertus de la loi Leonetti. Voilà pour la presse. Écoutons maintenant Monseigneur Di Falco qui s'est arrêté cette semaine sur la situation des sans-abri et se transforme pour l'occasion en critique cinéma de luxe. Bonjour. Un Paris nocturne, parfois sous la pleine lune, parfois sous la neige, mais sans la musique des banquets feutrés, des discothèques bruyantes et sans les flonflons des cabarets. Un Paris intime qui laisse place à la réflexion, à l'écoute, à la rencontre au cœur à cœur. Et c'est ce Paris que nous présente Klaus Drexel dans un film qui est en salle depuis mercredi, Au bord du monde. Il nous propose d'écouter ce que nous croisons le jour et que nous oublions au premier SMS ou au feu rouge si par hasard nous leur avons accordé quelques secondes d'attention. Les sans domicile fixe, ou plutôt ces hommes et ces femmes sans toit, n'existent pas que le jour.
La nuit venue, elles essaient de trouver un endroit où dormir. Elles essaient de dormir et elles essaient d'arriver jusqu'au bout de la nuit avec l'espoir de voir l'aurore se lever à nouveau. Ils disent qu'ils n'ont besoin de rien. Ils se contentent de petites joies, l'odeur de leurs vêtements propres en sortant de la laverie, un petit sapin de Noël pendant la période des fêtes, des affaires laissées par des passants devant leur tente, et le sourire que rien ni personne ne peut leur enlever. Ils ne sourient pas tout le temps, certes, mais ils savent que c'est leur force. Le réalisateur ne s'attendait pas à ce qu'il allait découvrir en préparant ce film. Dans une interview, il constate « Ce sont les gens les plus démunis de la société qui nous rappellent que l'essentiel, c'est la solidarité, la gentillesse, le respect de l'autre, l'amitié, l'amour. » Alors merci à Klaus Drexel d'avoir réalisé ce film que je vous encourage à aller voir. Et n'hésitez pas à y aller avec vos enfants, eux sont encore sensibles à ce qui laisse les adultes indifférents. Défendre la vie, c'est aussi la défendre chez ces hommes et ces femmes de la rue. Il n'est pas encore trop tard pour donner plus de temps, un peu d'humanité, d'écoute et plus de confiance à ces hommes et femmes qui aiment et qui ont, comme chacun de nous, besoin d'être aimés. Alors, la Terre tournera toujours sans nous, dit l'un d'entre eux. Je pense qu'il n'en faut pas beaucoup pour que nous puissions la rendre meilleure. À bientôt. Merci Monseigneur pour cette invitation à agir ou à déjà prendre le temps de regarder les personnes. Place maintenant au dossier, je vais de ce pas retrouver nos invités. Alors Caroline Roux, bonsoir, vous êtes secrétaire générale d'Alliance Vita, merci pour votre présence. Bonsoir Guillaume Goubert, vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Le succès de la 9e édition de la Marche pour la vie n'aura pas changé grand-chose dans le résultat du vote de mardi soir à l'Assemblée nationale. Des amendements au projet de loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes sont passés. Le premier supprime la notion de détresse. Est-ce que cela vous choque ? Ça banalise l'idée que l'IVG pourrait être sans douleur et ça nie la réalité de ce que vivent les femmes aujourd'hui. Parce que les femmes savent bien que c'est le destin d'un être humain qui est en jeu, et d'où des dilemmes complexes, douloureux. Et au fond, nier cette détresse, ça déresponsabilise la société. Déjà, les pouvoirs publics avaient renoncé à faire une véritable prévention de l'IVG face à des grossesses imprévues ou difficiles, et ça déresponsabilise encore plus les hommes. Nous, on voit que beaucoup de femmes, donc moi j'accompagne des femmes qui sont confrontées à ces dilemmes, et beaucoup de femmes nous disent si mon compagnon me soutient, je poursuivrai cette grossesse. Et on voit pas mal d'hommes soit disparaître, soit menacés de partir face à une grossesse imprévue, ou en tout cas avec des ruptures de dialogue avec sa compagne, et ça c'est extrêmement douloureux par elle. Et ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il y a pas mal de pression sur les femmes, donc masculine. Pour les jeunes, évidemment, la position des parents va beaucoup jouer. Et puis, ce qui nous préoccupe beaucoup aussi, c'est tout le contexte économique et social. Et on a vu à plusieurs reprises ces dernières années le défenseur des droits obligé de faire des campagnes pour rappeler le devoir de non-discrimination des femmes enceintes, que ce soit à l'embauche ou pendant toute leur carrière. Alors, on va revenir sur votre expérience d'écoutante. Guillaume Goubert, une réaction, parce que je crois que les hommes ont été attaqués. Non, mais l'attaque est parfaitement recevable. C'est vrai que les hommes sont trop souvent absents dans ces circonstances. Peut-être aussi qu'on leur demande pas, certains d'entre eux au moins, on leur demande pas suffisamment d'être présents ou d'exprimer leur avis. Moi, je voudrais ajouter une chose, c'est que je pense qu'il est bon que la loi rappelle la gravité de cet acte et que, notamment pour éviter une dérive supplémentaire dans le domaine de l'eugénisme, je pense par exemple à l'avortement en fonction du sexe de l'enfant, il est bon de rappeler que l'interruption volontaire de grossesse, quoi qu'on en pense par ailleurs, doit rester liée à des situations de détresse et ne doit pas être un acte banal. C'est lourd. Votre expérience justement d'écoutante,
dois vous mettre un petit peu en porte-à-faux, parce qu'entre ce qu'on entend, j'ai envie de dire peut-être de l'idéologie ambiante, et puis de ce que vous entendez du témoignage des femmes, il y a un grand écart. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce qui me frappe depuis des années, c'est ce décalage entre ce que disent ceux qui revendiquent un droit à l'avortement, le droit de disposer de son corps. En fait, les femmes, quand elles se posent cette question, elles viennent pas avec ces questions. Souvent, moi, je remarque que les femmes, d'abord, avortent par devoir aujourd'hui, à cause des circonstances. Alors, il y a une chose qui est aussi est souvent pas connue, c'est que 3/4 des femmes qui avortent aujourd'hui disent suivre une méthode de contraception quand elles ont découvert leur grossesse. Donc la plupart des avortements sont des accidents de contraception. Donc est-ce que fatalement les femmes doivent être conduites à l'avortement quand elles survient une grossesse imprévue? Nous, ce que nous voyons, c'est pas mal de culpabilité de la part de ces femmes. C'est souvent des oublis de pilules. Il peut y avoir aussi des accidents de préservatifs, des grossesses qui se poursuivent sous stérilet. Et ces femmes nous disent, mais est-ce que ça serait égoïste de continuer de poursuivre cette grossesse si mon compagnon ne l'a pas décidé avec moi? Et donc nous, on fait tout un travail de dialogue entre les hommes et les femmes pour qu'elles soient bien attachées à son désir profond. Parce que c'est elle qui vit la grossesse dans son corps et c'est elle qui vivra l'avortement dans son corps aussi, en plus de sa psychologie, de son cœur. Donc que les femmes puissent vraiment s'écouter et que justement il y ait ce dialogue qui puisse avoir lieu dans le couple. Voilà, et puis on voit aussi des jeunes qui peuvent être sous pression, les études qui ne sont pas terminées, la peur de décevoir les parents. Et ça me frappe, c'est souvent, ils disent « je ne veux pas décevoir mes parents, je ne suis pas à la hauteur ». Voilà, parce que la jeune fille se retrouve enceinte, en plus de tout ce que ça, évidemment, ce n'est pas des conditions idéales. Mais alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen? Parce que j'ai l'impression, moi, quand même, qu'on est peut-être un peu surinformé sur les moyens de contraception. Le planning familial est quand même toujours un peu présent à proposer différentes choses. Il était question de vendre la pilule dans les pharmacies. Il n'y a pas les moyens qui sont tous là? Pourquoi ça ne marche pas? En échec sur ce sujet, parce qu'il y a une illusion d'une maîtrise totale de la fécondité par la contraception. Et ça, l'INED, l'Institut national d'études démographiques, le dit. Voilà, tout le monde le constate. Alors, est-ce qu'il faut se résigner à ce que 35% des femmes de notre pays connaissent l'IVG, que ce fasse partie de la vie des femmes, ce qu'on entend? Oui. Eh bien, en tout cas, personnellement, je ne m'y résigne pas. Et il y a beaucoup de femmes qui aimeraient avoir un autre choix, une alternative à l'avortement. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'information, justement, s'était considérablement dégradée ces dernières années. Jusqu'en 2001, puisqu'il y a eu des changements de la loi, lors des consultations d'IVG, la femme, on lui expliquait comment allait se passer l'IVG, mais aussi toutes les aides auxquelles elle pouvait, les aides publiques notamment, auxquelles elle pouvait avoir recours pour poursuivre leur grossesse. Aujourd'hui, ça n'est plus fait. Et à un tel point que nous avons dû faire un guide des aides pour les rassembler, parce que c'était un peu compliqué pour les femmes de toutes les trouver. Et notamment, nous avons rajouté cette année toute une partie sur les violences faites aux femmes. Parce que justement, il y a des femmes qui sont sous pression d'avortement. Alors Guillaume, vous avez entendu parler de ce deuxième amendement qui consiste à étendre le délit d'entrave à l'information sur l'IVG. Vous pensez que ça va justement interdire à Alliance Vita, par exemple, de pouvoir publier des petits textes qui disent un peu plus ce qui se passe, d'informer peut-être plus réellement sur l'acte de l'avortement? Bien sûr, il faut être attentif à ça, parce que le texte ouvre effectivement ce risque. Il faut espérer qu'il ne sera pas appliqué et se mobiliser pour qu'il ne soit pas appliqué d'une manière extensive. Je dirais quand même que pour être complet, par rapport aux propositions qui avaient été faites au gouvernement dans ce domaine, toutes n'ont pas été retenues, notamment le rapport qui a été à l'origine de ces amendements suggérait de supprimer l'objection de conscience pour les médecins, l'objection de conscience spécifique, et puis suggérait aussi de mettre fin au délai de 7 jours de réflexion. Ce sont des choses qui n'ont pas été retenues, donc ça prouve bien l'intérêt de se mobiliser pour pousser les Français et la classe politique à réfléchir sur ce sujet pour éviter d'aller plus loin dans cette direction. Alors une dernière question, Caroline Roux. Il y a Christian Jacob qui a accusé le PS d'avoir cherché à faire de la provocation sur un texte où ça n'était pas l'enjeu. Est-ce que ce chiffon rouge était un petit peu agité, à votre avis, pour des raisons électorales, à propos d'une loi qui
finalement avait trouvé une sorte de pseudo-équilibre dans la société? Alors, je ne sais pas si c'est une provocation de la part du gouvernement. En tout cas, il l'a laissé faire. Mais ce que nous remarquons, nous, depuis 1 ou 2 ans, hein, c'est un acharnement pour rendre l'avortement encore plus, pour aggraver encore plus les conditions de l'avortement. Et ça nous préoccupe. Et on a vu ce Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes investi par des militants de la première heure, des anciennes du MLF, du Mouvement de libération des femmes, l'ancienne présidente du planning familial, donc des personnes extrêmement militantes qui sont à l'origine de ces recommandations. Et je pense qu'ils profitent justement de ce gouvernement de gauche pour faire avancer leur agenda. Et voilà. Donc nous sommes extrêmement déterminés et ce que nous demandons, c'est justement qu'il y ait une information au moins qui ne soit pas impartiale et que les femmes aient toutes les billes en main pour ce que je n'appellerais pas vraiment un choix, parce que est-ce que vraiment l'avortement peut être un choix pour une femme? On va rester attentif à ce dossier puisqu'on va voir le parcours de la loi égalité homme-femme. Merci à tous les deux pour votre présence. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.